Bonjour à tous. Merci aux organisateurs du DevFest pour cette journée, ce repas. Il est 13 heures. Bon courage pour la digestion. On va essayer de se passer un bon moment tous ensemble. Je suis très content moi, de faire cette présentation, qui est un retour d'expérience de ces 6 dernières années dans ma boîte actuelle. Et en fait, ce qui m'attendait quand j'ai commencé il y a 6 ans, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Et j'aurais bien voulu qu'on me le dise avant un petit peu, donc je viens vous partager ça aujourd'hui. Alors mon parcours, j'ai 38 ans, un parcours vraiment hyper banal et un peu chiant, on peut le dire. De développeur en société de service, j'ai fait 10 ans en société de service. J'ai travaillé pour de la grande distribution, de l'industrie, du bancaire, un petit peu partout en France. Et puis en fait, au bout de 10 ans, c'était vraiment l'incompréhension. Je m'ennuyais. Je m'ennuyais en mission. Je comprenais plus la taille des projets. Je comprenais plus le pourquoi. Je comprenais plus pourquoi je faisais de la tech pour la tech. Je me demandais si j'étais utile, en fait. Est-ce que ce que je fais, ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelqu'un? Et est-ce que si je ne viens pas demain, quelqu'un va s'en rendre compte? Ce qui est une question assez terrible quand on y pense, mais au final, ça arrive des fois. Et puis on dépensait énormément d'énergie sur plein de projets, j'étais vraiment fatigué de tout ça. Et en fait, c'est une lassitude. Je ne sais pas si vous connaissez cette lassitude de se lever le matin et de se dire, bon. Et en fait, à ce moment-là, il se trouve que j'ai fait une rencontre. Alors j'ai rencontré deux personnes qui m'ont expliqué en quelques mots le projet. Et tout de suite, c'était hyper limpide dans ma tête, c'était très clair. Le projet me paraissait utile dans un domaine qui me plaisait. J'étais curieux, c'était l'agriculture. J'y connaissais rien du tout, mais pourquoi pas. On m'a dit, tu seras le premier employé de la start-up. On m'a dit aussi, on ne sait pas ce que tu feras dans 6 mois. On a déjà un prototype, tu verras, il faut juste un peu l'améliorer, et puis ça va être incroyable, il n'y aura rien d'autre à faire. Moi, dans ma tête, je me disais, vous inquiétez pas, je suis développeur, on sait s'inventer des trucs, je vais m'inventer du travail en permanence. On ne va pas s'ennuyer. Et puis, c'était une période de ma vie où mon épouse était enceinte, j'avais des tickets resto, plein de congés, j'étais bien payé, je me suis dit, pourquoi pas quitter tout ça pour aller dans une boîte dans l'agriculture. Puis, on parlait de start-up. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est l'image d'une start-up? Et moi, dans mon imaginaire, je m'imaginais des choses, très bien, et en fait, je me suis demandé comment vous illustrez ça, ce que je m'imaginais à l'époque. Alors j'ai demandé à Midjourney. L'image que vous voyez là, c'est 4 propositions de Midjourney. Midjourney, c'est l'IA de génération d'images, assez à la mode. Voilà. Et je lui ai juste dit, illustre-moi une start-up. Donc imaginez 4 petites miniatures, on voit des gens qui réfléchissent, qui ont des idées, il y a une grosse ampoule en bas à droite, alors ils ont sûrement des idées incroyables, et puis sur 3 d'entre elles, il y a des fusées, parce que start-up ça décolle quoi, ça décolle et pouf, ça fait vraiment ça comme une fusée. Et depuis en fait j'ai appris. Une start-up, c'est pas un statut à proprement parler. C'est juste une jeune entreprise qui a quelques caractéristiques qui sont un petit peu particulières. On peut se définir start-up, mais on est censé cocher quelques cases. Alors les quelques caractéristiques, c'est qu'il va y avoir une notion d'innovation. On a une technologie qui va être disruptive. Disruptive, c'est un mot qui veut, je ne sais pas trop dire quoi finalement. On va faire de la rupture dans un domaine. On amène quelque chose de vraiment nouveau. Et puis une start-up aussi, ça a la caractéristique d'être financée d'une façon un petit peu particulière. Il y a plusieurs façons de se lancer. Alors on peut se citer, si on a plein d'argent dans les poches, on dit qu'on part en fonds propres, on fait du bootstrapping, on prend notre argent et on lance notre start-up avec. On peut demander à nos amis, à nos familles, parce que des fois c'est la famille qui a plein d'argent. On peut aller chercher des subventions, on peut gagner des concours, on peut faire du crowdfunding, on peut faire des prêts bancaires. C'est peu probable au début parce que c'est très risqué pour les banques. Et les banques, ça n'aime pas trop les risques. Et donc, dans ces cas-là, on va avoir des business angels, qui sont des personnes individuelles qui, elles, ont plein d'argent et qui vont croire dans votre projet et elles vont vous donner de l'argent pour commencer votre entreprise. Ou des groupes de personnes qui sont ce qu'on appelle des VC, du capital risque, qui est le plus commun. Et une autre caractéristique, je l'ai dit, donc, il y a une notion de risque dans la start-up. Bon, la notion de risque SP, en France, si vous créez une entreprise, il y a une chance sur 2 qu'au bout de 5 ans, vous n'existiez plus. C'est la statistique.
Comme je vous ai dit, il n'y a pas de statistiques qui sont propres aux startups, parce qu'une startup, c'est juste une entreprise qui a été créée avec des modes de financement et une façon de fonctionner un petit peu particulière. Et une startup, ça aussi, c'est start et c'est aussi up. Donc là, on en revient à la fusée. C'est un point hyper important. Pour être qualifié de startup, il faut, comme la fusée de l'illustration, décoller. Et décoller où? Ben, on va en parler. C'est un chemin vers un certain succès. Moi, quand je parle de start-up, ben, en fait, on ne parle jamais des start-up qui se crachent, quoi, parce qu'elles ont foiré, et c'est tout. On entend juste les trucs qui ont un succès de fou. La fameuse licorne, on entend le mot licorne. Bon, très bien. Donc il y a une licorne sûrement quelque part quand on sera arrivé. Alors le succès, quand j'ai commencé il y a 6 ans, les fondateurs me parlaient de potentiel, de marché immense, de succès, d'où on serait dans 5 ans. Mais en fait, on n'avait pas la même définition du succès à l'époque. Et c'est normal. Parce que pour moi, j'avais le niveau 0 en entrepreneuriat. Et le succès, c'est juste un bon gros compte en banque qui grossit et on s'en met plein les poches. Bon, je suis père de famille, je fais super, ça va être génial. Et pour les investisseurs, ce n'est pas du tout ça. Le succès, c'est juste une croissance de l'entreprise, c'est un chiffre d'affaires en permanence qui va croître de plus en plus vite et on va bouleverser le marché local, régional, mondial. Et en fait, si on superpose les deux, ben, ce qui va se passer, c'est qu'au début, l'argent qu'on a sur le compte et qu'on a pris à des investisseurs, on va l'utiliser pour investir, parce qu'on doit embaucher, développer le produit, faire de la dépense marketing. Personne ne vous connaît, en fait, il y a tout à faire. Donc l'argent du compte en banque, forcément, il descend. Et on va aller acquérir de la croissance. Et la vitesse à laquelle le compte en banque baisse, ça porte un nom. C'est le cash burn. Alors je vais dire plein de mots anglais, il y a un bingo LinkedIn, on appelle ça. Donc c'est le cash burn, on peut appeler ça le burn rate, ou l'érosion des capitaux en français. C'est tout simplement la différence entre la rentrée d'argent et les dépenses chaque mois. Et donc chaque mois, vous avez de l'argent et à la fin du mois, vous avez moins d'argent. Parce que vous avez payé des personnes et vous avez fait du marketing, acheté des publicités, etc. Et ça doit vous servir à acquérir de la croissance. Et la croissance, ça vous amène vers la gloire. Bon. En fait, c'est un peu plus subtil parce que c'est bien connu, on en veut toujours plus. Alors ça ne ressemble pas du tout à ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. L'argent, ça part vite. Donc, dans le monde merveilleux des startups et des scale-up, donc scale-up, nouveau bingo, hop, c'est une startup qui est dans une phase de croissance hyper forte. On embauche des développeurs par paquet de 100, on met en place des organisations incroyables avec des squads, des tribus, c'est fou. Et dans le monde des startups, je dis que ce qui avait de l'importance, c'était la croissance. Donc, on va chercher la croissance, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, vous connaissez le mot. Et quand on n'a plus d'argent, on trouve des investisseurs en ayant prouvé qu'on a une entreprise qui vaut le coup et qui ne demande qu'à grossir encore plus. Donc là, on retourne voir des investisseurs, sauf qu'on ne dit pas « Non, moi je veux la même chose qu'il y a 1 ou 2 ans, je veux beaucoup plus pour aller encore plus loin et avoir encore plus de valeur. » Et ça, c'est le modèle de la start-up. En 2021 et 2022, ce sont 25 milliards qui ont été investis en France, ce qui est un record historique dans toute la vie. Ça s'est écroulé après. Et en fonction du montant de où on en est dans la vie de la boîte, la levée de fonds portera un nom différent. Donc l'amorçage, c'est pour démarrer, et puis on fera du seed, série A, série B, série C, série D, etc. Avec des montants toujours plus gros. Et à un moment, si votre boîte est valorisée, donc on dit l'investisseur, il pense que la valeur de votre entreprise, c'est plus de 1 milliard, normalement, vous voyez des licornes dans la boîte. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais à chaque fois qu'on fait une levée de fonds, on n'est jamais certain de pouvoir relever de l'argent. Ce n'est pas marqué dans le marbre. On investit pour aller chercher la croissance, mais il y a plein d'obstacles. Il y a des difficultés techniques, parce que vous innovez, donc vous tentez des trucs. Vous faites du commerce. Donc le commerce, il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui n'achètent pas. Et puis, des fois, il y a une pandémie mondiale. Et puis, il y a une pénurie de composants électroniques. Et si vous faites des objets connectés comme nous, on peut faire, et que quand on commande un composant, on dit « Ah, il n'existe plus !» C'est dommage. Il y a plein de choses qui font que, des fois, votre business, il se met en pause, et vous n'y pouvez pas grand-chose, et ce n'est pas de la faute de votre produit. Vous êtes dépendant de plein de facteurs. Sauf que votre compte en banque, il continue de descendre tous les mois. Et vous êtes toujours pressé par le temps, et vous devez convaincre
les investisseurs que votre solution est pérenne. C'est le modèle des startups. Je reviens toujours à vraiment ce modèle d'entreprise-là. C'est pas facile une levée de fonds, on doit vraiment convaincre. Et si ça ne se fait pas? Et bien en fait là, c'est bam, on rentre dans la zone de turbulence. La sentence est tombée, on est dans un modèle de start-up, on brûle de l'argent, on investit de l'argent tous les mois, et pour toutes les raisons du monde, une des raisons par exemple, c'est que peut-être que la hype a changé. Si vous étiez une start-up il y a, je sais pas, on va dire 2 ans, que vous faisiez des NFT, des bitcoins, vous avez sûrement plus de chances de lever de l'argent qu'aujourd'hui, où les investisseurs ils disent non, aujourd'hui je veux faire de l'IA. D'accord, c'est super. Donc aujourd'hui, si vous voulez lever de l'argent, faites de l'intelligence artificielle, ça a plus de hype et il y a des gens qui seront plus intéressés pour vous donner de l'argent. C'est comme ça, si vous êtes à côté de ça, vous aurez peut-être moins de chance. Et si vous n'avez pas levé, eh bien en fait, vous regardez l'argent qui vous reste sur le compte en banque et vous dites, ok, ben en fait le compte à rebours il a enclenché maintenant. L'argent continue de fondre, et alors ça porte un nouveau terme bingo, hop, c'est le runway, c'est le nombre de mois restants avant d'être cash out, nouveau terme bingo, autrement dit sans argent. Et là, comment il faut réagir? Donc ça, c'est mes premiers conseils, c'est vraiment du vécu. Collectivement, ce qu'il faut faire, c'est vous, développeurs, développeuses, demander à être informés régulièrement. C'est hyper important. La culture de la transparence en entreprise, c'est un long chemin de croix. C'est pas inné, c'est tous les jours. On doit convaincre. Il y a des gens, ils hésitent à dire parce qu'ils ont juste peur de vous faire peur. Donc il faut leur dire, mais vous n'allez pas me faire peur, moi j'ai besoin de savoir en fait. Attendre pour partager une situation difficile ne laissera que moins de temps aux équipes pour réagir et s'adapter. Ou même s'emballer et OK. Il faut partager des chiffres. En fait, s'ils vous informent en disant « Ok, on ne va pas lever d'argent et on a besoin d'être rentable maintenant ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire il nous reste combien? Il nous reste combien de mois? Dites-nous en fait, soyez clairs, il ne faut pas se mentir. Et puis très vite, il va falloir se partager une vision commune, un objectif clair, partagé par toute l'entreprise, une vision produit, des objectifs, des jalons. On parlera d'ailleurs des objectifs plus tard. Et rappelez-vous pourquoi vous êtes tous là, le rôle de l'entreprise, vraiment le rôle sociétal de l'entreprise, et le rôle de chacun dans la réussite du rôle sociétal de l'entreprise. Il faut redéfinir le mot réussite pour que tout le monde soit d'accord avec ça. On a parlé au début de la réussite. La réussite, c'était une espèce de juste volonté de croître toujours plus vite. Ça, c'était la volonté de réussite des investisseurs, des fondateurs de l'entreprise. Eh bien, peut-être que cette notion de réussite, elle va être redéfinie pour chacun et pour chaque personne. Et il faut être tous en phase. Par contre, sur toutes les autres définitions de la start-up, innovation, agilité, recherche de croissance, on doit garder des ambitions qui sont intactes. Et on va réfléchir encore à comment faire ça. Bref, on est tous dans le même bateau. Et une fois que la situation est claire, eh bien, en fait, très vite, dans les équipes, la réalité nous rattrape et il se passe quelque chose de terrible. On doit parler d'argent. Alors ça, on se sent mal à l'aise, honnêtement. Ça nous démange un peu parce que certains, ils sont très à l'aise avec le fait de parler de leur salaire, de leurs primes, et d'autres, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas les chiffres. Donc on s'interroge, on ne sait pas trop ce qu'on veut dire. Mais en fait, c'est hyper important de parler d'argent parce que c'est la survie de la boîte qui est en jeu. Quelques remarques immédiates. Si vous êtes une boîte qui fait du logiciel, vous avez compris, pour être rentable, l'objectif c'est de gagner plus d'argent qu'on en dépense. Et il se trouve que là où on dépense beaucoup d'argent, c'est la masse salariale. C'est vous, développeurs et développeuses, qui constituez les dépenses de l'entreprise. Aïe, on doit être rentable et vous êtes la cause des dépenses. Bon. Mais le but, c'est de savoir comment est-ce que vous êtes aussi la raison pour laquelle l'entreprise gagne de l'argent. Dans une entreprise, il peut y avoir aussi beaucoup d'écarts de salaire entre les personnes. Il faut vraiment respecter ça. Je sais que c'est un sujet sensible. Dans une entreprise, il y a l'équipe commerciale, les customer success, l'équipe support, les RH, assistants de direction, peut-être de la manutention, etc. Les modes et les niveaux de rémunération sont vraiment différents d'une équipe à l'autre. On verra des primes sur objectif, on verra des avantages qui sont différents pour chacun, la voiture de fonction, etc. Et il faut être vraiment à l'aise, parce que tout ça suit le marché, mais le marché est différent pour chaque cœur de métier, et celui des développeurs n'est pas le plus à plaindre.
même si c'est quelque chose où tout le monde n'est pas d'accord avec ça. On a tous des motivations différentes au travail. Je tiens aussi à le souligner, et c'est OK. Parce que moi, je prenais vraiment très à cœur le fait que certaines personnes me parlaient beaucoup d'argent et disent bah, « moi, j'ai des attentes et c'est hyper important et tout ça ». Et en fait, à la réflexion, ben, c'est normal. Nous, on a commencé dans l'entreprise, on avait peut-être une moyenne d'âge qui tournait autour de 25 ans. Globalement, ça fait 6-7 ans. On est tous à un âge où on a acheté des maisons, on a eu des enfants. Notre rythme de vie a changé, nos attentes ont changé. Et le bonheur au travail, c'est l'équilibre de beaucoup de choses. Il n'y a pas de recette à ça. Et d'ailleurs, c'est aussi OK de ne pas être passionné, de ne pas faire du développement le soir et week-end. C'est normal. Il faut l'accepter, il faut tous se mettre en phase sur le fait on va se définir des objectifs de réussite communs. Par contre, ce que tu attends de l'entreprise, chacun est libre d'attendre ce qu'il veut. Au stade de l'entreprise qui cherche sa rentabilité, ceux dont la motivation première est un gros salaire n'y trouveront peut-être pas leur compte. Et c'est comme ça. Et il faut l'accepter, c'est pas grave. On parlera, il n'y a pas que le salaire qui peut rentrer en compte pour le fait de garder les personnes dans l'entreprise. Mais quand même quelques chiffres. Alors là, j'ai essayé de représenter le salaire brut en abscisse, et le salaire net en vert, et le coût employeur en orange. Et c'est un peu la notion de coût employeur que je voulais mettre en évidence. Quand on parle de salaire, dans la tech, on parle souvent de salaire brut annuel. C'est ce qui arrive dans votre poche, c'est votre salaire net, tout le monde connaît. Mais l'entreprise, elle paye ses propres charges employeurs. Un salarié, vous allez demander 50K, bon, ok, très bien. L'employeur, pour vous payer 50K, ça va lui coûter 67K. Et vous allez avoir 39K dans votre poche en net. Paradoxalement, un passage de 50 à 55 coûtera 10 000 de plus à l'employeur. C'est un espèce de petit gap à ce moment-là. Et bizarrement, chez les techs, il y a un espèce de plafond de verre à 50 dans pas mal de boîtes. C'est un peu la raison. Quand vous allez voir votre manager, il dit « Salut, je veux 55 », il va dire « Non, il veut 10 000 ». Oui, c'est comme ça. Mais moi, je ne l'ai jamais entendu en 10 ans de carrière, ça. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas, pourquoi on ne parle pas des enjeux autour de tout ça. Donc en fait, si on fait une squad de 5 personnes qui sont payées 50K, c'est 335 000 € de dépenses par an, tout simplement. Si j'ai envie de créer un nouveau produit à côté, et vite, il faut que je monte une squad, en fait, c'est 335 000 €. Il faut que d'une manière ou d'une autre, comme j'ai un temps dédié pour le faire, il faut que je les rentabilise. Si je dis, OK, j'ai pas envie de prendre de risques, et donc je vais plutôt faire appel à des prestataires ou des indeps que je vais payer 500 € par jour. 500 € par jour sur 200 jours travaillés dans l'année, c'est 500 000 € par an. Donc c'est 33% plus cher. Donc là, je remercie tous les sponsors du DevFest qui doivent me remercier de cette phrase. Mais si vous voulez prendre un risque sur un projet dédié, n'embauchez pas full indep. Moi, mon parti pris, c'est de dire vous avez envie de bosser avec des gens bien précis ou des compétences précises. Et la prestation, dans ce cas de figure, doit vraiment vous apporter cette compétence pour vous faire accélérer, quoi. Mais vous ne servez pas de ça pour juste créer une équipe, une équipe complète. Ça va, personne n'a détourné le regard? Tout va bien. Bon, le modèle de scale-up dont on parlait au début, c'est celui-là. Pour finir de parler d'argent. Ce qui s'est passé quand même en 2021-2022, c'est qu'il y a eu énormément d'argent qui ont été injectés, avec pas mal d'entreprises qui ont dit « Super, on a plein d'argent dans les poches, on a un business plan à tenir, il faut qu'on embauche très 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 vite des centaines de développeurs. » Pour attirer les gens, c'est facile. En vrai, on leur donne des bonnes conditions de travail et on les paye très cher, et les gens, ils arrivent. Donc en fait, il s'est passé quand même un espèce de gap salarial que vous avez peut-être tous constaté, avec des salaires qui ont vraiment augmenté. Beaucoup de personnes ont dit que c'était juste un rééquilibrage, parce qu'aux États-Unis, les salaires sont beaucoup plus hauts, etc. Parce qu'aux États-Unis, ils ont perdu des centaines de milliers d'emplois. Et en France, ça a cassé un petit peu le marché.
et quand on est dans une autre entreprise en face dont l'objectif est uniquement la rentabilité, on ne peut juste pas lutter. Mais c'est pas grave. Si on en parle, évidemment, n'en parlez pas sur Twitter parce que vous allez prendre des petites remarques, mais c'est le monde de Twitter et je peux comprendre, en vrai, c'est délicat. Et si on a un super job avec un super salaire et tout, profitez-en. Et si vous vous éclatez, c'est cool, tant mieux, c'est pas grave. Donc ce que je vous conseille aussi dans ce cas de figure, c'est de construire une relation saine autour de l'argent. À partir d'un certain nombre d'employés, vous verrez souvent apparaître une grille salariale, qui sera publique ou non. C'est une façon d'assainir la relation entre les personnes. On sait combien tout le monde est payé en fonction de l'avancement dans le chemin de carrière, et donc l'objectif n'est plus de négocier son salaire, mais de chercher à progresser dans le chemin de carrière. Je mets en annexe des slides plusieurs articles, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, par exemple c'est la mutuelle Alan, qui est hyper transparente sur le sujet, qui publie toute sa grille de salaire et toute la démarche qu'ils ont eue autour de ça. On peut avoir d'autres arguments sur quels sont les avantages dans une entreprise. Donc, il y a le pourquoi, je l'ai dit, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui sont aussi en recherche de sens. Le pourquoi de l'entreprise, ça a de la valeur. L'équilibre vie pro, vie perso, quand on a la trentaine des enfants et que vous fournissez du temps aux gens, que vous fournissez des horaires flexibles aux gens, c'est aussi une façon de valoriser la vie de tous les jours. Il faut fournir de la progression, il faut fournir des perspectives. Et puis, il y a la notion d'impact. Donner la possibilité à des personnes qui le réclament d'avoir de l'impact dans l'entreprise. Alors l'impact, on en reparlera parce que pour moi, c'est vraiment au cœur du sujet. Donc, on résume la situation. Ce qu'on veut, c'est maîtriser les coûts, chercher la croissance de l'entreprise. On connaît le discours, faire plus avec moins. Bon, c'est pas trop ce qu'on aime. Une baisse des investissements, c'est-à-dire que la taille d'équipe, au mieux, va être figée. Il n'est pas trop question d'embaucher. On doit faire gagner plus d'argent à l'entreprise avec le produit. Et c'est là que développeurs, développeuses, on intervient en fait. Ce qu'on produit, ça a de la valeur. Ouais, c'est pareil, en 10 ans de société de service, quand on m'a demandé de faire des formulaires de fidélité sur des pages utilisateurs, on ne m'a jamais dit l'objectif c'est de faire tant de rétention ou de générer tant de marché sur la carte fidélité des utilisateurs. Il y avait des gens qui étaient dédiés avec des tableaux Excel et des graphiques qui suivaient tout ça, mais moi, en tant que développeur, je n'ai jamais vu ces graphiques. Pourtant, c'est nous qui développons cette solution de fidélité. Et en fait, on va se concentrer sur ce qu'on appelle, nouveau terme bingo, attention, préparez-vous, le Product Market Fit. Alors, le Product Market Fit, c'est un peu le saint graal de la startup. Qu'est-ce que c'est ? C'est la rencontre entre un produit et un marché. Ce sont les bonnes fonctionnalités pour les bonnes personnes. Il y a plus qu'une idée, il y a des gens qui sont prêts à payer pour acheter votre produit. Et vous, développeurs et développeuses, vous devez vous en préoccuper. Et pour mesurer le PMF, on dit PMF, il y a des indicateurs. Donc le premier indicateur, c'est ce qu'on appelle le NPS. Hop là, nouveau terme, super. Net Promoter Score. C'est la note que les utilisateurs donnent. Par exemple, « Oh, vous avez jamais vu, je suis sûr, un petit bandeau apparaître. Êtes-vous prêt à recommander mon produit de 1 à 10 ?» Oh, c'est le NPS. Et une bonne note, c'est au-dessus de 8. Si vous êtes en dessous de 8, sachez que vous n'êtes pas un promoteur. Mais je pense que les gens qui ont inventé ça ne sont pas français. Donc en fait, les utilisateurs, ils vont noter, entre autres, votre travail. Est-ce que c'est chouette à utiliser? Est-ce qu'il n'y a pas de bug? Est-ce qu'il n'y a pas de lenteur? Est-ce qu'il y a un effet waouh quand vous utilisez l'application? Et c'est quand la dernière fois, vous, en tant que développeur ou développeuse, que vous êtes demandé à quel point votre travail était apprécié par les utilisateurs. Le NPS, il n'est pas mesuré par les techs. Par contre, je trouve qu'il devrait être lu et pris en considération par les techs. L'implémentation est aussi importante que les specs. La deuxième chose, c'est la viralité. Le produit doit se propager par lui-même. Et on va dire, bah oui, mais c'est ce que Alizé parlait ce matin, c'est censé découler de la satisfaction. Mais il y a plein de patterns qui ne sont pas forcément appréciés des développeurs, mais en fait, ces patterns, ils existent pour faire cette viralité.
Si on prend Twitter, par exemple, partager un tweet, c'est pas télécharger une image ou télécharger du texte qu'on va pouvoir envoyer à quelqu'un. Ben non, c'est juste copier un lien, c'est envoyer juste un message privé ou nous donner la possibilité de revenir dans l'application à un endroit. Mais si vous partagez ça, vous devenez de facto utilisateur de la solution. Ben ça, c'est de la viralité avec un pattern un peu particulier. Ce que Alizé disait ce matin, c'était que un bon pattern, c'était que l'application soit tellement chouette, tellement bien que son usage devient évident, et c'est ça qui va générer la viralité. Et évidemment que je vous encourage à essayer de trouver ce truc un petit peu magique qui fait que votre application est tellement cool qu'elle se propage par elle-même, quoi. Un troisième indicateur, c'est peu de demandes de modification. Les fonctionnalités doivent coller à l'usage. Et là, les produits et marchés vont se superposer. Et c'est ça qu'on cherche. C'est de l'accessibilité. C'est aussi faire attention à son biais de développeur, parce que quand on nous dit « il faut une fonction d'export », et puis le développeur il va dire « super, on fait un CSV ». L'utilisateur il s'en fout du CSV. Lui il veut un Excel avec des colonnes. Et même si on ne peut pas faire un grep dessus, c'est une fonctionnalité adaptée, c'est vraiment une fonctionnalité qui sera adaptée à l'usage de vos utilisateurs. Et un point que j'ai rarement soulevé dans ma carrière aussi, c'est la cohérence financière de ce qu'on propose techniquement. Alors là-dessus, parce que des fois, on est juste dans une boîte qui a plein de moyens, alors on se dit « ah super, je vais acheter ce super produit avec une licence à 100 000 par an, mais j'ai 3 utilisateurs, mais il est génial le produit. » Et donc on va faire une super stack data, on va mettre des semaines à la monter. Et comment est-ce qu'on la rentabilise et quel est l'objectif commercial? Est-ce qu'on vous a déjà parlé de l'objectif commercial de la solution que vous allez mettre en place à court terme? C'est des objectifs dont on doit vraiment, nous, s'imprégner, c'est hyper important. Peut-être qu'un formulaire qui va aller écrire dans un Excel que vous allez faire en une demi-journée pour 10 personnes, peut-être que c'est chouette dans un premier temps. Et alors ça ne vous plaira pas de le faire techniquement. Par contre, il y a peut-être un intérêt. Donc c'est une question de compromis. Une fois de plus, il faudra trouver le meilleur des deux mondes. Donc petite équipe, timing serré, produit complet, expérience utilisateur parfaite. Évidemment, c'est hyper facile. Il y a des choix à faire. Alors, vous connaissez le triangle qualité-coût-délai, où on doit en choisir 2. C'est un truc assez connu dans le temps. Bon, il se trouve que nous, on est dans une situation complètement biaisée. On n'en choisit pas 2, on en choisit 1, parce que le coût, on ne peut pas faire de concession dessus, on n'a pas les moyens. Donc parlons un petit peu de qualité. Ça, c'est un avis controversé aussi. Mon avis, c'est que la surqualité est quelque chose qui existe, la sous-qualité aussi existe clairement, mais ce que je pense, c'est que la qualité, et qu'on a plutôt mesuré, que la qualité est fortement... c'est la complexité qui réclame de la qualité. Et votre objectif, ça va être en permanence jongler avec cette complexité, de mettre ceinture bretelle autour de tous les éléments complexes et au cœur de votre application. Par contre, peut-être que vous allez tester plein de trucs qui n'ont pas besoin d'être testés à mort, d'un point de vue des petits composants, des clics, etc. Parce que peut-être que dans 2 semaines, vous en aurez fait le deuil de cette fonctionnalité, vous allez la mettre à la poubelle, parce que personne n'en veut de toute façon, c'est pas grave. Donc, ne faites pas de surqualité. Mais par contre, sur les éléments clés et complexes, ne faites pas de sous-qualité. Vous allez le payer. Des fois, vous allez prendre des risques. Et en fait, par de risques, je reviens dans la notion de start-up. Prendre un risque, ça fait partie, c'est une composante de la start-up. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir, ça c'est vraiment notre dashboard de nombre de tickets par mois. Vous prenez un risque et paf, en avril, nous, il faut savoir que nos utilisateurs, ils travaillent les travaux agricoles, c'est de avril à, on va dire, octobre. Et donc, tout l'hiver, ils ne travaillent pas. Et en avril, ils commencent à utiliser votre application. Et puis, ils testent le nouveau truc que vous avez développé tout l'hiver. Et vous avez pris des risques. Vous êtes allé très vite pour finir en avril. Et évidemment, le nombre de tickets explose complètement parce que la qualité n'y était pas. Ou alors, ils ont détourné l'usage. Ou alors... Bon, ça arrive. C'est une part de risque. Il faut s'organiser. Mais la première étape, évidemment, c'est de mesurer, d'avoir un tableau de bord et d'y faire attention. Alors, essayons d'améliorer aussi les délais, parce que la qualité est très bien, on produit des choses et il faut le faire, je l'ai dit, on a envie d'avoir une fonctionnalité en avril, comment on fait pour sortir un truc en avril? Parce que sinon, ça ne sert à rien. Et votre fondateur, il dira, c'est maintenant.
Il faut en débattre. Il faut faire preuve de pragmatisme en permanence. Et c'est vous, tech, lors de la conception, de débattre de ça. On n'aime pas chiffrer. Qui aime chiffrer? Personne. Ouais, super. Et c'est pas grave. Vous allez aussi prendre des risques en tant que développeur. La fonctionnalité, il faut qu'elle soit cool suffisante sans aller trop loin et elle ne sera jamais parfaite. Et il faut faire le deuil de la perfection aussi. Donc en fait, ça c'est un peu mon mantra. Mon mantra c'est keep it simple. Stupid. KISS, je ne sais pas si vous connaissez. Donc du pragmatisme avant tout. Faire juste l'essentiel et soyez sûr d'avoir compris la finalité de la tâche. J'ai dit que le besoin des tests était lié à la complexité. Essayez au maximum d'éliminer la complexité pour être le moins embêté possible avec tous les problèmes de surqualité et de sous-qualité. Et jeter les fonctionnalités inutiles. Il y a un super talk aussi de Estelle Landry à Devoxx sur la surcharge featurale, elle a appelé ça, qui en parle de ça. Il faut mesurer l'usage de ces fonctionnalités. Une fonctionnalité qui ne sert à rien, vous la jetez. Et ce sont mes pull requests préférées, celles où il y a un gros moins, plein de rouge. C'est ça qu'on aime. C'est des bugs en moins que je supprime. C'est des concessions, mais on n'oublie pas qu'on est pressé. Donc, impact et pertinent. Il faut être impactant et pertinent. Donc, comment vous, développeurs, vous faites pour être pertinent et impactant dans votre travail? En fait, c'est simple. C'est quand la dernière fois que vous avez parlé à un client qui utilise votre code? La dernière fois que vous avez parlé de discovery, bingo LinkedIn, avec votre PO, la discovery, c'est le fait d'appeler les clients pour savoir si la fonctionnalité est vraiment utile. Bon, est-ce que votre PO, il vous en a parlé de ça? Est-ce qu'il vous a fait un compte-rendu sur toutes ces études et tous ces appels? Et puis, la dernière fois que vous êtes posé la question de la valeur financière de ce que vous développez, vous avez créé une fonction d'export Excel, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça? Nous, on a le syndrome de l'imposteur un petit peu en permanence. On a développé un super truc, le seul truc qu'on veut, c'est que les gens y cliquent et qu'ils l'utilisent. Mais en fait, pour faire ça, il faut qu'ils payent. On ne veut pas trop ça, mais pourtant, ça a de la valeur, ce que vous avez. Et une fois qu'on a compris ça, le fait de mettre de l'argent en face des fonctionnalités qu'on a développées, c'est plutôt cool. On se dit, il y a des gens, ils attachent de l'importance à ce que j'ai fait. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. La question, c'est quelle hauteur d'importance ils accordent à ce que vous avez fait. 1 euro. Non. Et si vous-même, vous n'aimeriez pas être l'utilisateur de ce que vous avez fait, alors imaginez bien que le client, ça ne sera jamais son cas. Donc soyez fiers et soyez contents de la feature que vous avez faite, quoi. C'est comme ça qu'on devient impactant et pertinent. On parle avec son PO, on s'intéresse au business, on s'intéresse à ce qu'on a fait et on a envie d'être son propre utilisateur. Je vous conseille aussi la lecture de Eventually Coding, qui est un blog de Hugo Lassiège chez Malte. Il a écrit toute une série d'articles dernièrement sur le fait d'être impactant en tant que développeur. Les articles sont géniaux, je vous les conseille vraiment. Alors comment on fait, nous? On essaye d'être vraiment au plus près des clients, on essaye d'être hyper impactant dans notre façon de travailler, d'aller comprendre ce qui se passe. Donc on va dans les champs, et puis on va sur les salons agricoles. Et puis on a nos clients qui viennent nous voir et qui disent « Ah, vous êtes le développeur, attendez, je vais vous montrer un truc. » Puis hop, il sort son application mobile. Et déjà, ça veut dire qu'il a l'application mobile qu'on développe, il l'a dans la poche. Enfin, c'est hyper gratifiant, quoi. Et puis il montre ce qu'il a fait hier avec. C'est génial, il vous fait des retours directs. Et vous devriez vraiment... juste la tech pour la tech, vous avez une forte chance de faire de la tech un peu à côté du sujet, quoi, si vous ne vous préoccupez pas des gens qui l'utilisent. Et soyez une équipe efficace. Alors, l'efficacité d'une équipe, c'est quelque chose qui se mesure aussi. Il y a des métriques d'efficacité, on va parler des DORA métriques. Alors DORA de DevOps Research and Assessment, qui est le nom d'une entreprise dont la fondatrice ou fondateur, je ne sais plus, a participé au livre Accelerate, qui est un livre que vous devriez aussi lire, sur la façon qui est une étude sur des centaines de milliers d'équipes et qui a essayé de trouver des critères d'efficacité d'équipe. Donc la première métrique d'efficacité que ce livre a déduit, c'est le temps de restauration du service. Après une grosse panne, mais aussi un gros bug, combien de temps je mets à résoudre le problème?
La deuxième métrique, c'est le délai de mise en production, lead time en anglais. Ce temps ne prend pas en compte le temps de dev, mais juste le temps de review, recettage, MEP. Si vous arrivez à raccourcir ce temps, ça veut dire que vous êtes une équipe efficace. La fréquence de déploiement, est-ce que vous mettez souvent en production? Mettre en prod, c'est cool, quel que soit le jour, tout ça. Et le taux d'échec, mesurer le nombre de tickets ouverts mois par mois, typiquement avec le graphique que je vous ai sorti tout à l'heure. Ça ne sert à rien que je vous donne des chiffres, parce que chaque chiffre sera en fonction de votre contexte, et ce qui est important, c'est la progression de ces chiffres, ce n'est pas le chiffre en tant que tel. Donc nous, on a pris quelques mesures. Chez nous, la première mesure qu'on a prise, qui peut paraître un petit peu antinomique, je ne sais pas, c'est on a refusionné les équipes chez nous. On fait des objets connectés, donc on avait un pôle hardware, avec des gens qui font des boîtiers, et un pôle software, avec des gens qui font des logiciels. Et sauf que nous, on est censé créer un produit avec une expérience utilisateur. Donc on a fusionné tout ça pour créer une équipe produit, pour créer de la cohérence. Et en fait, vous connaissez la loi de Conway. La loi de Conway, donc il y a aussi un super talk de Julien Topsu à Devox, regardez-le, qui est vraiment génial. Et la loi de Conway, c'est une loi qui dit que votre architecture logicielle va ressembler beaucoup à votre organisation d'entreprise. Et donc, il va y avoir des espèces de frontières logicielles à des endroits, des microservices, si vous voulez, qui dépendront des équipes. Nous, on s'est dit, on a envie de créer une expérience uniforme. Donc, il y a un truc qui s'appelle la manœuvre de Conway inversée. Vous prenez vos équipes, vous tordez votre organisation d'entreprise pour que ça ressemble à ce que vous avez envie que votre produit ressemble. Et nous, le fait de fusionner les équipes va essayer de gommer la frontière qu'il pourrait y avoir entre le développement hardware et le développement software. Parce que les équipes, juste, elles se parlent en fait. Elles se parlent, elles travaillent ensemble, elles partagent leurs rituels et on essaye de faire sauter des barrières. On essaye d'amener du lien. Les astreintes support, donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut mettre en place. On essaye de lutter contre le bus factor, on essaye de faire du support même sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Si on n'a rien à faire, on améliore la documentation, l'outillage interne, etc. Le plus difficile, c'est vraiment de trouver un rythme. Vous allez aussi vous essouffler, des fois vous n'aurez plus envie de le faire. Mais pourtant, c'est quelque chose qui nous a permis de voir cette courbe descendante du nombre de tickets tous les mois. Et un truc qu'on a mis en place aussi, qui est hyper important et qui nous a permis de créer du lien, c'est le mob review. Donc le mob review, c'est comme le mob programming, mais dédié au pull request. Ça, c'est vraiment un gros investissement. La première fois qu'on en a parlé en public, on m'a dit « mais ça doit coûter très très cher, ça ». Oui, c'est vrai, mais c'est un investissement d'équipe pour vraiment partager nos pratiques et que tout le monde se sente concerné ou fasse des remarques sur les reviews de tout le monde. Donc à une heure donnée, tous les matins, il y a Slack qui nous dit hey, « est-ce que tu as un truc à présenter ?» Si je mets oui, l'équipe se retrouve sur Meet en début d'après-midi, on partage nos pull requests, tous ceux qui sont disponibles viennent, et ça permet de faire avancer immédiatement la tâche. Le but, c'est que la tâche, en fait, il n'y ait jamais ce syndrome de j'ai fait une pull request et puis personne ne prend le temps de la review et elle traîne pendant des jours, et en fait, ma tâche, elle n'avance pas. Non, là, on est obligé tous les jours de faire avancer nos tâches parce que l'équipe a pris le temps au moins de la regarder. Et puis, ça lutte aussi un petit peu contre le bus factor aussi. Tout le monde est un petit peu au courant du travail de tout le monde. Alors, je remontre les compromis qu'on doit prendre. J'ai parlé de prise de risque, de simplicité, de compromis, de dire que tout le monde doit se sentir concerné par les problématiques de tout le monde, de qualité, délai, coût, etc. Mais en fait, il y a un coût humain à tout ça. C'est ce que moi j'appelle le triangle du bien-être. Alors ça, j'ai mis triangle du bien-être pour être un peu poli. Je l'appellerais plutôt, intérieurement, je dirais, c'est plutôt le triangle du tiraillement. Le coût humain, c'est que les customer success, on peut superposer le qualité-coût-délai aux équipes dans l'entreprise. Puis les customer success dans l'entreprise vont nous dire tout le temps on veut plus de qualité, que les clients ils soient contents tout le temps, jamais un bug. Et puis les sales, ils voudront toujours plus de fonctionnalités pour avoir la feature qui manque, pour vendre aux clients qui manquent. Donc on a les bras écartés comme ça. Et puis il y a l'équipe tech qui nous dit moi je veux plus de tout. Je veux des équipes plus fournies, des plus gros salaires, des meilleurs ordis, des plus gros serveurs, je veux faire des trucs plus cool, et puis je veux travailler 2 jours par semaine.
Et en milieu contraint financièrement, en fait, tout ça s'est exacerbé. Et ça va vraiment vous tirailler, c'est vachement dur à gérer. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est la première chose, ça va être de mesurer le bien-être. Donc c'est comme l'efficacité, le bien-être, c'est quelque chose qui se mesure. Nous, je vous donne 3 exemples de la façon dont on mesure le bien-être dans mon entreprise. La première chose, c'est tous les jours aussi un petit sondage, de mettre un petit smiley pour dire comment ça va. Il y a des outils qui font ça, de la météo d'équipe. Très bien, mais en fait, un reminder Slack, ça marche très bien. Et si jamais quelqu'un a mis un petit nuage, tout de suite réagissez et allez lui dire, ça va, qu'est-ce qui s'est passé? T'as passé une journée pourrie, c'est peut-être perso, c'est peut-être pro. Et en fait, les deux sont importants. On a le droit de passer une mauvaise journée parce qu'on n'a pas dormi de la nuit. Mais juste prenez le pouls en permanence, quoi. La deuxième chose, c'est les one-to-one. Les one-to-one, ça sert à ça. Vous avez un manager, vous êtes peut-être manager. Demandez à lui parler régulièrement. Si votre manager vous ignore, c'est un mauvais manager. S'il ne vous demande pas comment ça va, c'est aussi un mauvais manager. Et vous avez aussi le droit de demander à votre manager comment il va. Une troisième façon, c'est... Oui. Une troisième façon, c'est un exemple de rétro, c'est le Squad Health Check, c'est d'avoir plein de critères. C'est des exos agiles pour mesurer la température d'une équipe, il y en a plein. Celui-là va juste demander à l'équipe de dire pour chacun des critères, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tes conditions de boulot sont bien, est-ce que tu penses que la documentation du projet est bien, etc., etc. Et on donne des notes, et ça permet un petit peu de voir l'évolution et de prendre le pouls de la santé d'une équipe. Un autre point, c'est pas que le manager, c'est pas qu'une relation manager-manager. Faites attention à votre entourage. S'il y a un petit nuage, en fait, vous avez aussi le droit de demander à votre collègue « ça va, comment je peux t'aider ?» Il y a des hauts et des bas. Et donc, je l'ai dit, y compris avec votre manager. Moi, mon expérience personnelle, c'est que le triangle du tiraillement m'a fait m'arrêter plus d'1 mois au travail, juste parce que à un moment, vous regardez les gens et vous dites « allez, dans 1 mois, j'en peux plus ». Et j'ai eu la chance, en fait, moi, que mes collègues me disent mais carrément, en fait, va prendre une pause, c'est pas grave. Et bon, alors d'un côté, on se dit ok, en fait, je sers à rien. Donc, il y a cette espèce de réflexe un peu bête de je pars et tout le monde s'en fout. Mais pourtant, c'est un luxe. Et évidemment que la Terre, elle tourne sans vous. Mais en tout cas, il faut, quand vos collègues vous soutiennent, parce que la pression est un peu forte et que vous avez une demande de résultats permanente, la présence de ses collègues et la bienveillance de ses collègues, bienveillance qui est un mot qui a été beaucoup utilisé mais qui a vraiment du sens, c'est quelque chose d'hyper important. Donc soyez utile et bienveillant avec vos collègues. Soyez objectif. On a vu plein d'outils de mesure de tout. Donc la bonne santé, l'efficacité, les bugs, le commerce, etc. Utilisez-les. On peut être engagé, passionné, mais l'émotion n'est pas une bonne conseillère. Moi, c'est la morale de ma pause. Je me suis dit, en revenant au travail, mon travail, je l'aimais un peu trop. Et je mettais un peu trop d'émotions là-dedans, mais ça sert à rien de sortir hyper énervé ou en colère ou hyper triste d'une réunion. Il faut respirer, dire ok, j'ai mesuré des trucs, on s'est foiré, on va trouver des solutions, mais faites sortir l'émotion, tout ça. On fait déjà bien son job, c'est cool, mais il ne faut pas y mettre sa santé. Donc pour rester une start-up, il faut des clés d'épanouissement, mais n'oubliez pas qu'il faut continuer à innover, à prendre des risques, à essayer des choses. Et pour moi, ce sont des clés qui sont ce sont des opportunités, des éléments qui sont des opportunités d'épanouissement. Ok, peut-être que les conditions sont difficiles, qu'il y a beaucoup d'attentes, mais si vous voulez continuer à être une start-up et que vous devez continuer à innover, faire des choses un petit peu différentes, c'est un argument aussi pour dire auprès de toute l'entreprise, eh bien, une journée ou une demi-journée par semaine, faites ce que vous voulez, le sujet que vous voulez, aérez-vous l'esprit, faites de la veille, testez des choses, innovez. Et c'est une façon de se sortir la tête de l'eau, en fait.
Pareil, une autre clé d'épanouissement, je vous en ai parlé, c'est l'équilibre vie pro-vie perso. Vous avez des enfants, vous avez envie d'aller faire du sport à 11 h le matin ou à 15 h l'après-midi. Si ça dérange aucun de vos collègues, c'est quoi le problème? Faites-le. Et si votre boîte elle propose ça, même si vous êtes dans une phase de pression, c'est pas parce que vous allez courir une demi-heure que votre boîte elle va s'effondrer ou qu'elle va pas réussir. Non, vous allez courir une demi-heure, vous revenez plein d'énergie et peut-être que vous partirez un petit peu plus tard ce soir avec vous êtes content, détendu et ça ira mieux. Donc c'est tout ça qu'il faut travailler pour que vous soyez pertinent et impactant. Mais c'est un investissement, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui, moi, une fois de plus, pendant 10 ans, avec des horaires un petit peu figés, quand on arrive le matin en costume à la banque en région parisienne, c'est pas... Tu vas pas courir à 10 heures, c'est sûr. Donc, et pour conclure, non, faites pas de bullet points. Je voulais juste un petit rappel final. Merci. La tech, c'est de l'humain, c'est pas de la tech. La seule façon d'y arriver, c'est que tout le monde se sente concerné par le travail de ses collègues, business, care, que tout le monde soit au centre du triangle pour que la pression se diffuse, que tout le monde soit conscient des enjeux, que tout le monde y trouve son compte. Ça nous rendra efficace, impactant, pertinent. Et j'espère que votre projet sera un succès. Je travaille chez Carnot, on fait des objets connectés, une suite logicielle pour aider les agriculteurs dans leur quotidien, et nous sommes une entreprise rentable. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Pas le temps? Pas de temps pour les questions.